professeur à l'Université de Montréal en psychologie. Tu es co-directeur de Cérébrum, qui, je présume que ça aussi, ça s'occupe avec la vision et les problèmes en vision. En fait, c'est le nouveau groupe, c'est ce qui a remplacé le CERNEC. Donc, c'est le nouveau groupe en neurosciences cognitives et computationnelles et neuropsychologie. C'est le successeur de Franco, Voilà. qui est co-inventeur de la méthode de Bull. Je ne sais pas si tu en parleras. Et puis maintenant, tu t'intéresses aux différences individuelles en reconnaissance des visages. Et puis, on a parlé de la consultation éléphant. Ton titre en français serait alors décoder les habilités en reconnaissance du cerveau, reconnaissance visuelle du cerveau humain. Et avec ça, je présente Frédéric Gosselin. Merci. Merci de l'invitation, Étienne. Donc, si j'avais le titre, en fait, que j'ai utilisé, c'est un titre qui a été utilisé par un étudiant dans mon laboratoire qui est en fait en co-direction avec Yann Charret, qui s'appelle Simon Faguel-Soubeyran. Donc, c'est lui qui a fait l'essentiel du vrai travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ça, c'est le titre qu'il a donné à sa présentation orale l'année dernière à VSS, qui est une conférence en vision, là, pour ceux qui ne savent pas. À mon sens, il aurait pu rajouter WIT EEG parce que la mesure principale qu'il a utilisée pour faire ce décodage, c'est l'EEG, l'électroencéphalographie. Donc, je vais utiliser les diapositives que lui avait utilisées lors de sa présentation, mais j'en ai mis d'autres, des diapos, pour vous donner un peu de contexte, puis aussi pour souligner certains aspects de sa recherche qui me paraissent importants, originaux aussi, puis qui me paraissent valoir la peine qu'on en discute entre nous. Donc, comme Étienne l'a dit, dans mon laboratoire, depuis quelques années, je m'intéresse aux différents individuels en reconnaissance de visage surtout. Et ce sera le propos principal là, de ma présentation aujourd'hui. Je me suis intéressé tout spécialement aux différences d'habilités en reconnaissance de visage. Donc, à une extrémité du spectre des habilités en reconnaissance de visage, on retrouve ce qu'on appelle des prosopagnosiques développementaux, qui sont des individus qui ont énormément de difficultés à reconnaître les visages, qui ont ces difficultés-là depuis toujours, mais qui ont eu aucune insulte au cerveau, donc qui n'ont pas de lésion cérébrale. Ils sont nés comme ça, comme mauvais à reconnaître des visages. Il y a une composante héréditaire, comme vous pouvez vous en douter, à la prosopagnosie développementale, donc ça court dans les familles. Et en termes statistiques, là, ça correspond à 2%, ou 2%, disons, au centile, au deuxième centile en termes d'habilité en reconnaissance des visages. Donc, il y a 98% de la population qui est meilleure que les prosopagnosiques développementaux à reconnaître des visages. À l'autre extrême du spectre, on retrouve ce qu'on appelle en anglais les super recognizers, mais en français, on dit habituellement super physionomistes. Donc, ces super physionomistes sont vraiment l'image miroir là, des prosopagnosiques développementaux. Donc, eux, on représente le top 2% ou le 98e centile de la population en termes d'habilité à reconnaître des visages. Ils ont énormément de facilité à reconnaître les visages. Ils peuvent reconnaître un visage qui a vieilli, un visage qu'ils ont vu très, très brièvement. Et surprenamment, et les prosopagnosiques développementaux et les superphysionomistes vivent de l'anxiété à cause de leur condition. Donc, pour les prosopagnosiques développementaux, c'est assez facile de voir pourquoi. Donc, ils arrivent mal à interagir dans la vie de tous les jours avec leur entourage parce qu'ils ne les reconnaissent pas d'une fois à l'autre. Pour les superphysionomistes, c'est un peu plus surprenant, mais
un super physionomiste a raconté à Russell Duchesne et Nakayama en 2009 qu'il avait appris à ne pas avouer, toujours reconnaître les gens suite à un incident dans sa vie. Donc, un jour, il a rencontré une fille, puis il lui a dit, oui, je te connais, je t'ai vu il y a 20 ans à un concert, tu étais assise à deux bancs de moi, une rangée en avant. Et la dame a très mal réagi. Elle s'est imaginé qu'il la suivait puis qu'il l'épiait. Mais c'était uniquement un effet secondaire donc de son habilité extraordinaire à reconnaître les visages. Donc, la plupart des super physionomistes font comme s'ils ne reconnaissaient pas ces gens dans la vie de tous les jours, bien qu'ils les reconnaissent assez aisément. OK. Donc, on peut se poser toutes sortes de questions à propos des différences individuelles en habilité de reconnaissance du visage. Donc, on peut se demander, par exemple, si les superphysionomistes et les prosopagnosiques développementaux sont simplement la fin de la courbe normale des habilités en reconnaissance du visage. Puis vous allez voir que je vais vous présenter brièvement là, des résultats qui sont issus de mon laboratoire qui tentent à l'indiquer. Mais on peut se demander aussi, et puis ce sera l'objet principal de ma présentation aujourd'hui, quels sont les mécanismes sous-jacents à cette variation d'habilité de reconnaissance de visage. Donc, dans mon laboratoire, j'ai beaucoup attaqué cette question à l'aide de la méthode à laquelle a fait allusion Étienne dans son introduction, la méthode Bubbles, qui n'a pas co-été inventée par Franco et par moi, soit dit en passant, mais plutôt par Philippe Schins et par moi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, bien que ce ne soit pas la principale chose que je veux vous raconter aujourd'hui, juste pour que vous puissiez suivre les prochaines diapositives. Donc, je vais le faire d'abord avec une analogie, puis ensuite, je vais vous montrer un petit peu plus concrètement comment ça fonctionne. Donc, quand Michelangelo voyait un bloc de marbre comme celui-ci, il y voyait une sculpture emprisonnée. Alors, il a écrit, par exemple, que face à un bloc semblable, I saw the angel in the marble and carved until I set him free. Donc, il voyait sa tâche, Michel-Ange, comme une tâche où tout ce qui était superflu dans le bloc de béton, superflu à la sculpture qu'il y voyait, devait être enlevé, taillé à l'aide d'un marteau puis d'un pic. Donc, quelque chose comme ça, par exemple, qui est une sculpture qui s'appelle Kneeling Angel with Candlestick, qu'on trouve à la basilique Saint-Domingue à Bologne. Donc, ce que je fais avec Bubble, c'est très semblable à ça, mais plutôt qu'utiliser un maillet puis un couteau ou enfin un pic, j'utilise des bulles, des bubbles. Alors, plus concrètement, ce que je vais faire une tâche à mes participants qui ressemble à celle-ci. Par exemple, si ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher l'information qui est utile pour discriminer les hommes et les femmes, un petit peu comme Michel-Ange essaie d'aller chercher la sculpture qui est emprisonnée dans le bloc de marbre, le stimulus d'hommes et de femmes, les stimuli, les photos, je les vois un peu comme des blocs de marbre et puis j'essaie d'enlever ce qui est superflu, donc à l'aide de la méthode Bubbles. Donc, ça veut dire quoi pour les participants d'une expérience? Ça veut dire que je présente des stimuli. Là, ici, on ne voit pas grand-chose parce qu'il y a très peu de bulles, c'est-à-dire des ouvertures qui nous permettent de voir derrière l'écran opaque une image, une photo. Ici, il y en a un petit peu plus. Peut-être que vous pourriez réussir à répondre correctement à la question est-ce qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme? En fait, les images qui étaient derrière n'ont pas été démaquillées, donc il y a beaucoup d'informations au niveau de la bouche dans ces images. L'information qui ne se retrouve pas
ou très peu dans ces régions-là pour des images qui ont été nettoyées. Donc ici, c'est une femme. Ici, c'est un peu plus difficile de le dire, ici aussi. Donc, la position de ces ouvertures-là est aléatoire d'un essai à l'autre. Et avec la méthode Bubbles, donc vous voyez de plus en plus d'ouvertures. Peut-être pendant une expérience, ce nombre d'ouvertures est ajusté pour que la performance atteigne une cible. Typiquement, la cible, dans une expérience où la chance, comme ici, est à 50 %, la cible est fixée à 75 %, c'est-à-dire entre la performance au hasard, donc la performance qu'obtiendrait quelqu'un qui répondrait au hasard, 50 % ici, et la performance parfaite. Donc, c'est important de viser entre les deux parce que on va utiliser, pour l'analyse, on va utiliser la variation, la variance au niveau de l'exactitude des réponses. Donc, si vous avez répondu correctement ou pas à votre tâche, autrement dit, si vous avez identifié ici correctement s'il s'agit d'une femme ou vous avez répondu correctement s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Donc, c'est très important d'ajuster ce nombre d'ouvertures parce que s'il y en a trop, vous allez toujours répondre correctement. S'il y en a pas assez, vous allez répondre au hasard. Donc, il faut être entre les deux. Et ça, c'est fait de façon dynamique, typiquement dans une expérience de ce type-là. Donc, une fois que vous avez terminé l'expérience, donc des milliers d'échantillons au hasard de ces images, ce que vous faites, donc là ici, c'est quelques essais possibles de cette expérience que j'illustre. Donc là, il y en a 4, mais dites-vous que typiquement pour une tâche comme celle-là, il y en a 500 ou 1000 par participant. Et pour chacun des essais, la réponse est soit correcte ou incorrecte. Donc, vous avez réussi correctement à identifier le sexe ou pas du stimulus partiellement révélé. Et cette réponse correcte ou incorrecte va agir dans l'analyse comme un poids. Donc, pour simplifier, là, on peut donner un poids de, mettons, moins 75 % aux réponses incorrectes et puis 25 % aux réponses correctes pour égaliser le poids respectif des réponses correctes et incorrectes, puisque ici, la performance correcte sera nécessairement à 75 % parce que ça a été ajusté dans l'expérience. Donc, Frédéric, l'analyse que tu fais là-dessus, est-ce que ça diffère ou est-ce que c'est identique avec ce qu'on appelle maintenant l'apprentissage supervisé avec renforcement? C'est différent. C'est différent, mais on peut utiliser l'apprentissage supervisé avec renforcement pour rendre l'approche dynamique. Donc, si ça vous intéresse, il y a un article que j'ai écrit avec Philippe Shins et un postdoc qui était dans son laboratoire en 2011, qui utilise cette variante de la méthode Bubbles, une variante adaptative. Donc, plutôt que de présenter des bulles ou des ouvertures à des positions aléatoires dans l'espace, ces positions étaient supervisées par cet apprentissage au fur et à mesure là, des réponses. Mais ici, il n'y a pas d'apprentissage supervisé. En fait, l'analyse que je m'apprête à vous décrire, c'est équivalent plutôt à une régression multiple linéaire, donc une analyse toute bête de régression multiple linéaire. Ouais. Donc, ce n'est pas la diapositive que j'utilise habituellement, mais ce qui est important, c'est que ces poids soient appliqués uniquement au masque avec les ouvertures et non pas au masque avec les ouvertures et les stimuli derrière. Donc, vous pouvez vous imaginer là, cette image-ci où le masque est séparé du visage et le poids est appliqué sur le masque en entier. Et les masques pondérés par les poids pour les réponses correctes et incorrectes sont additionnés. Et ce qu'on obtient, en fait, c'est une régression, c'est des coefficients de régression qui nous indiquent comment chaque pixel est associé aux réponses correctes. Une autre façon de le conceptualiser, c'est qu'on pourrait essayer d'établir pour chacun des pixels, indépendamment,
on pourrait essayer d'établir c'est quoi la corrélation avec les réponses. Donc, chacun des pixels est soit révélé ou pas à chaque essai. Et à chaque essai, on répond correctement ou pas. On fait une corrélation entre les deux. Si la corrélation est élevée, ça veut dire que ce pixel-là est très associé aux réponses correctes. Et si la corrélation est très faible, ça veut dire que le pixel n'est pas associé à la réponse correcte. Donc, si on a bien ajusté la position des attributs principaux des visages sous ces masques, la position des pixels ici nous révèle quels sont les attributs faciaux d'un point de vue spatial qui sont associés aux réponses correctes. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Oui, il y a une question. Jonas? Oui, ma question, c'est lorsqu'on regarde, bon, là, dans le modèle, donc là, on a les pixels correspondent au poids pondéré de ce qui a été analysé donc dans chacune des séquences. Qu'est-ce que veut dire en tant que tel? C'est la nature même, le pixel final, le résultat, lorsqu'on dit que, bon, on fait une corrélation entre le pixel, mais la corrélation se fait avec quoi et quoi? Et qu'est-ce que ça veut réellement dire? Je vais commencer par vous dire ce que ça veut dire. Donc, ici, par exemple, on a tous ces coefficients de régression. Les pixels qui sont clairs, c'est des pixels qui sont au-dessus d'une région qui est particulièrement informative, qui est reliée aux réponses correctes des participants pour cet ensemble de stimuli-là. Donc ici, ça tombe au-dessus de l'œil à gauche de l'image, ici au-dessus de l'œil à droite, ici sur la lèvre supérieure. Donc ces pixels-là, ces régions-là sont particulièrement associées aux réponses correctes. Elles sont importantes pour que le participant réponde correctement. Si ces régions-là ne sont pas révélées, les chances sont que le participant ne répondra pas correctement. Maintenant si je reviens en arrière pour vous expliquer comment on est arrivé à ces pixels-là, une façon de le conceptualiser qui est relativement simple, c'est, par exemple, si je considère ce pixel-là dans toutes les images qui sont en dessous, parfois le pixel, il est révélé comme ici, et parfois il n'est pas révélé comme ici, par exemple. Parfois, il est révélé encore ici. Donc, quand il est révélé, on peut lui attribuer une valeur de 1 pour cet essai-là. Quand il n'est pas révélé, une valeur de 0. Et donc, ça nous donne un vecteur de valeur qui a un élément pour chacun des essais. Et pour chaque essai, on répond correctement ou pas. Donc, on a un autre vecteur qui est de même longueur. On peut faire une corrélation entre les deux et ça nous donne essentiellement ça ici. Donc, c'est une autre façon de le voir, c'est une carte de corrélation entre ces régions-là, si ces régions-là sont révélées ou pas, et l'exactitude des réponses. Donc, ça nous dit vraiment c'est quoi les régions dans cet espace-là qui sont importantes pour répondre correctement. Donc, ça veut dire que ces régions-là représentent, en tout cas, une incidence plus grande par rapport en vertu des autres régions par lesquelles on fait le même exercice. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur? Est-ce qu'on pourrait à ce moment-là extrapoler et relier ça aux préférences de l'utilisateur pour ces régions-là, ou peut-être que c'est une statistique? Ça veut dire que ces régions-là sont utilisées pour faire la tâche ou qu'elles sont, si vous préférez, représentées, elles font partie de vos représentations internes pour faire la tâche. Mais je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, puis peut-être que ça va répondre à votre question, là. Merci. Ouais. Donc, s'il n'y a aucune région qui est importante pour faire cette tâche-là, ce qu'on obtiendrait ici comme coefficient de régression, c'est une carte qui est toute grise. S'il y a des régions qui sont au contraire importantes, des régions précises, comme c'est illustré ici, mais il y a certaines régions qui seront plus claires que les autres, qui se démarqueront. Et si on soumet un observateur modélisé qui est parfait, donc il y a une connaissance parfaite de toutes les images, une connaissance parfaite, ça veut dire qu'il connaît toutes les images qui sont emmagasinées et qui prend une décision optimalement aussi. Cet observateur, on appelle ça en psychophysique un observateur idéal. Donc, si on soumet un observateur idéal à cette même tâche que je vous ai décrite tout à l'heure, cette tâche Bubbles,
on va obtenir les régions qui sont optimalement reliées à une discrimination du sexe. Donc, c'est ce qui est illustré ici, mais je ne veux pas y passer trop de temps parce que le format de représentation ici est un petit peu différent. Mais sachez qu'il y a une seule façon de faire cette tâche-là optimalement, c'est la façon de l'observateur idéal. Et il y a une seule façon aussi de la faire au hasard, c'est de répondre au hasard. Puis là, ce qu'on obtient dans un cas, c'est une plage homogène pour les coefficients de régression. Donc, si on est un observateur aléatoire, et si on est un observateur idéal, on obtient un autre patron de réponse. Donc, on a une utilisation des régions qui diffèrent. Donc, ça, on peut le représenter en supposant qu'il y a seulement 2 attributs que l'observateur idéal utilise. Donc, supposons que ce soit le cas. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça va m'aider à vous présenter graphiquement ce que je vous dis. Donc, supposons qu'il y ait juste l'œil gauche et juste l'œil droit qui soient utilisés par l'observateur idéal. Et supposons encore que ces 2 attributs-là soient également informatifs. Soit dit en passant, ça, c'est toujours le cas dans mes expériences parce que les images, je les présente dans leur format original et renversé gauche-droite aussi. Donc, il y a toujours les 2 qui sont présentés aux participants, ce qui fait qu'en moyenne, à travers tous les stimuli, l'œil droit et l'œil gauche, l'œil présenté à droite, l'œil présenté à gauche de l'observateur qui participe à l'expérience sont également informatifs. Donc, l'observateur idéal se trouve quelque part ici dans l'espace. Lui, il utilise l'œil droit et l'œil gauche optimalement. Et l'observateur qui répond au hasard, donc l'observateur nul, si on veut, il se trouve ici. Donc, il n'utilise ni l'œil gauche ni l'œil droit. Donc, quand on s'intéresse aux différences individuelles, on s'intéresse en fait à où se trouvent les participants dans la population entre cet observateur nul et cet observateur idéal. Et évidemment, tout ce qui compte pour déterminer l'habilité de la personne, si on utilise la méthode Bubbles, c'est la distance de leur plan de coefficient de régression par rapport à celui de l'observateur idéal. Donc, un observateur qui utiliserait, par exemple, l'œil qui utiliserait beaucoup l'œil droit, autant que l'observateur idéal, un observateur humain qui utiliserait autant que l'observateur idéal, mais qui utiliserait un petit peu moins l'œil gauche, serait équivalent en termes d'habilité à un observateur qui utiliserait l'œil gauche autant que l'observateur idéal, mais l'œil droit un petit peu moins. Donc, autrement dit, ça ici, ce sont des courbes d'iso-performance ou d'iso-habilité. Mais, donc, il y a clairement une relation entre les images de classification, c'est-à-dire ces plans d'images de coefficients de régression et l'habilité. Ça, c'est sûr, c'est donné, mais ce qui n'est pas donné, c'est comment se distribue la population dans cet espace. Donc, une possibilité, c'est que les individus occupent tout l'espace. Donc, que certains utilisent beaucoup l'œil droit, mais très peu l'œil gauche, d'autres beaucoup l'œil gauche, mais peu l'œil droit, et ainsi de suite, dans toutes les combinaisons possibles, donc ce qui est représenté à l'écran. L'expérience que je viens de vous décrire, je l'ai faite en laboratoire, ou plutôt je l'ai faite en collaboration avec Simon Faguel-Soubeyran, et ce n'est pas du tout ce qu'on a trouvé pour cette tâche de reconnaissance ou de discrimination du sexe. Ce qu'on a trouvé, c'est que les participants humains se répartissent comme ce qui est illustré ici à l'écran. C'est-à-dire que s'ils utilisent beaucoup l'œil droit, ils utilisent peu l'œil gauche, et s'ils utilisent beaucoup l'œil gauche, ils utilisent peu l'œil droit. Et ceux qui utilisent l'œil droit se trouvent à avoir une performance qui est supérieure à ceux qui utilisent l'œil gauche. Donc, pour vous donner des vrais résultats, parce que ce que je viens de vous montrer, c'est très schématique,
on a donc fait cette expérience-là sur un total de 140 participants qui ont chacun été soumis à 300 essais, un peu comme comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, on leur a montré les visages en échantillonnant au hasard l'espace de l'image et on a dérivé donc une image de classification ou un plan de coefficient de régression. Et en plus, pour chacun des participants, on avait une mesure d'habilité à reconnaître des visages. Donc, ici, on a la distribution des participants dans l'histogramme au niveau de l'habilité à reconnaître des visages. Donc, c'est ce qui est représenté ici dans l'histogramme sur l'axe des X. Donc, on voit que certains participants étaient mauvais, d'autres étaient bons. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a séparé les participants en quartiles. Donc, le premier quartile comprend les pires participants de ce groupe de 140, et puis le dernier quartile, les meilleurs participants de ce groupe de 140. Puis au milieu, ici, vous avez les deux quartiles intermédiaires, donc le deuxième et le troisième quartile. Donc, si on se concentre sur les meilleurs et les pires participants, donc les 35 pires et les 35 meilleurs, vous voyez que les pires utilisent principalement l'œil à gauche du visage et les meilleurs principalement l'œil à droite des visages. Puis on peut tester des contrastes avec ces plans de coefficients de régression. Donc, on peut faire, autrement dit, une comparaison de ça avec ça en soustrayant les coefficients de régression. C'est ce qui est montré ici à droite. Et puis, ça montre donc que cette différence qu'on voit entre les 35 pires et les 35 meilleurs participants est une différence qui est significative. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Puis, dans cette étude-là, on est allé plus loin. Un sous-groupe de 100 parmi les 140 participants a été soumis à une période d'induction où on a essayé d'induire l'utilisation d'un œil ou de l'autre œil. Donc, on l'a fait de façon expérimentale. On a séparé les 100 participants au hasard en deux groupes de 50 et indépendamment de leur utilisation initiale de l'information, on a essayé d'induire dans un des groupes de 50 l'utilisation de l'œil gauche, dans l'autre groupe, l'utilisation de l'œil droit. Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur comment on a fait, mais l'idée, c'était d'enlever, pendant l'expérience, pendant la période d'induction, d'enlever l'information disponible soit dans l'œil droit, si on voulait induire l'utilisation de l'œil gauche. Donc, comment on a fait pour enlever cette information-là? Bien, on a remplacé l'œil de l'image par la moyenne de tous les yeux, de tous les stimuli dans notre jeu de stimuli. Donc, ça a rendu donc, cette information inutilisable. Puis on a fait la même chose pour l'autre groupe. On a enlevé l'information dans l'œil gauche, ce qui, on souhaitait, amène à utiliser l'information de l'œil droit. Oui, Jonas. Oui, pour les examens qui ont été faits, en fait, l'expérience, est-ce qu'on a une certaine mesure pour les participants d'aspects de santé? Bon, je dis santé parce que là, on parle quand même de la capacité là, de reconnaître un visage. Est-ce qu'on a certains éléments aussi peut-être démographiques? Je me dis, les comportements face donc au regard que quelqu'un peut avoir sur les visages peuvent varier. Là, je ne sais pas, selon certaines données, j'imagine. Les gens ne sont pas pareils. Donc, je me posais la question. Donc, parce que ça vient... Il y a certains... Ouais. Oui, c'est une bonne question. Idéalement, on prendrait une très, très grande quantité de données démographiques là, sur tous les sujets qui passeraient par le laboratoire. Et on essaierait d'utiliser ces données-là dans nos modèles statistiques pour essayer d'aller chercher une puissance statistique optimale, mais aussi pour identifier peut-être des différences entre des sous-populations. Mais pratiquement, c'est difficile à faire parce que ça prend beaucoup de temps. C'est des expériences qui sont déjà longues. Et les groupes de participants qu'on utilise typiquement dans ce type d'expérience où il y a beaucoup de participants, ce sont des groupes de participants qui sont assez homogènes.
Parce que, bon, par exemple, ici, les participants ont dû subir quelque chose comme 5 heures d'expérimentation. Ils n'ont pas pu faire ça en une fois. Il fallait que ce soit des participants qui reviennent donc dans le laboratoire. Et le plus simple à l'université, c'est de prendre des étudiants d'université qui viennent de toute façon dans le pavillon. Essentiellement, ce sont la démographie des participants dans ces expériences sont celles des étudiants qui circulent dans les corridors ici. Là, donc, peut-être 75% de filles entre 18 et 24 ans et 25% de garçons là, dans les mêmes âges. Mais c'est sûr qu'idéalement, ce serait fait comme vous l'avez mentionné. OK, donc juste rapidement pour vous montrer les résultats de cette induction. Donc, on a réussi dans un des deux groupes, pas dans les deux groupes. Je pense que c'est intéressant, mais je répondrai à vos questions là-dessus peut-être à la fin de la présentation, sinon je n'aurai pas le temps d'arriver à ce que je veux vraiment vous dire aujourd'hui. Donc, on a réussi dans le groupe d'induction de l'œil droit à induire effectivement une augmentation de l'utilisation de l'œil droit, mais dans l'autre groupe, on n'est pas arrivé à le faire. Donc, il n'y avait pas de différence entre l'utilisation avant l'induction et après l'induction, l'utilisation de l'œil gauche. Donc, notre hypothèse ici, c'est que si un groupe utilise davantage l'œil droit et que l'œil droit est associé à une performance qui est supérieure, bien, une augmentation de l'utilisation de l'œil droit devrait être accompagnée d'une augmentation de la performance aussi dans ce groupe-là, puis une augmentation supérieure à l'augmentation de performance qu'on retrouve dans l'autre groupe, où on n'a pas réussi ici, malheureusement, à induire une utilisation plus grande de l'œil gauche, mais tout de même, on s'attend ici à avoir une augmentation plus grande. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc, ce groupe-là, c'est davantage amélioré que l'autre groupe, et ce groupe-ci a davantage utilisé l'œil droit après l'induction qu'avant. OK. Donc, très, très vite, parce que pour l'instant, je ne vous ai rien dit à propos des extrêmes du spectre de la reconnaissance, de l'habitat en connaissance du visage, c'est-à-dire les superphysionomistes et puis les prosopagnosiques développementaux. Donc, dans une autre expérience, on a testé 100 participants de la population générale et 8 superphysionomistes et 4 prosopagnosiques développementaux, dans une tâche qui ressemble un peu à celle que je vous ai montrée, mais où la méthode était semblable, mais la tâche était une tâche d'identification de visages célèbres. Donc, il y a eu toute une série de tests préliminaires pour identifier des visages facilement identifiables ici au Canada, mais aussi aux États-Unis, parce qu'on a testé pour cette expérience-là, on a testé des participants aux États-Unis. C'est une expérience qui a été faite en ligne. Et il s'avère que les visages les plus facilement reconnus par tout le monde, ce sont des visages d'acteurs et d'actrices. Donc, notre jeu de visages célèbres, c'est un jeu de 50 acteurs, de 50 actrices. On a appliqué la méthode Bubble sur ces visages d'acteurs et d'actrices. On a aussi mesuré de façon indépendante l'habilité à reconnaître des visages avec des tests standards pour faire ça, le CFMT, le CFPT. Donc, ce que je vous montre ici très rapidement, c'est, et ça va demander un effort d'imagination pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est une régression de deuxième ordre entre les images de classification comme celles que je vous ai présentées un petit peu plus tôt. Donc, pour chaque participant, on a dérivé ce plan de coefficient de régression, que j'appelle aussi une image de classification. Donc, on l'a fait pour chacun des 112 participants qui ont participé à cette expérience-là. Et pour chacun de ces participants-là, on avait donc toute une série de mesures d'habilité à reconnaître les visages, comme une mesure sur le test CFMT ou CFPT. Donc, on a utilisé ces mesures-là pour
faire une régression deuxième ordre sur les images de classification. Donc, ce qu'on voit ici sur l'écran, concentrez-vous sur la première image parce que je ne vais pas vous expliquer pourquoi il y en a plusieurs ici. C'est plus ou moins important, mais ici, ce qu'on voit, c'est l'information dont l'utilisation est corrélée avec l'habilité à reconnaître des visages, pas uniquement avec le succès à faire la tâche. Ici, c'est corrélé avec l'habilité à reconnaître les visages. Autrement dit, ce qu'on dérive ici, puisque quand on fait une régression multiple, ce qu'on fait, c'est qu'on construit un modèle. Donc, tel que je vous en ai parlé plus tôt, c'est un modèle de ce qui est utilisé par la personne pour... c'est un modèle de si la personne, le participant va répondre correctement ou pas. Donc, ça nous permet de prédire l'exactitude des réponses du participant. Ici, le modèle nous permet de prédire, à partir de ces premiers modèles, ce deuxième modèle nous permet de prédire l'habilité du participant. Donc, vous voyez essentiellement que le modèle, pour l'identification des visages, là, contient les deux yeux, la bouche. OK. Alors, dernière chose que je vais vous montrer à propos de ces expériences préliminaires, puis ensuite, je vais rentrer dans le vif du sujet, si on peut dire. Au début, je vous ai dit, bon, est-ce que les prosopagnosiques développementaux et superphysionomistes appartiennent à la distribution normale, sont simplement les extrêmes de la distribution normale? Ici, c'est une indication que c'est le cas. Alors, ce qu'on a fait pour produire l'image qui est présentée ici, c'est qu'on a fait un modèle exactement comme dans la diapositive précédente, un modèle qui permet de prédire l'habilité à reconnaître des visages à partir de l'utilisation d'informations individuelles. Et on l'a fait juste, ce modèle-là, on l'a construit juste pour les participants qui n'étaient ni des superphysionomistes, ni des prosopagnosiques développementaux. Donc, juste pour des participants neurotypiques, des participants qui n'ont pas des habiletés de reconnaissance des visages exceptionnelles. Et ce modèle-là, on l'a appliqué à tous les participants, incluant les superphysionomistes, SR, et les prosopagnosiques développementaux, ici DP, pour essayer de voir si on arrivait à prédire leur habilité, donc à partir de leur utilisation d'informations individuelles. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que ce modèle qui a été construit sur des participants neurotypiques fonctionne très bien, en fait, pour prédire la performance des superphysionomistes et des prosopagnosiques développementaux. Vous voyez que ceux-ci se retrouvent à l'extrême des prédictions du modèle, les superphysionomistes, et puis les prosopagnosiques développementaux à l'autre extrême des prédictions du modèle. Donc ça suggère qu'effectivement, il n'y a rien de particulièrement spécial à propos de ces superphysionomistes et de ces prosopagnosiques développementaux. Ce n'est pas des gens qui appartiennent à une population différente, c'est simplement les extrêmes d'une même population. OK. Donc, dans l'expérience que je m'apprête à vous décrire en plus de détails un petit peu, on a essayé d'aller plus loin. On a essayé de se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière ces images de classification qui nous révèlent l'utilisation de l'information? C'est quoi les traitements dans le cerveau exactement qui se cachent derrière ces images-là? OK. Puis, plus spécifiquement, on s'est demandé à quel niveau de traitement exactement, ça rejoint un petit peu une question de Jonas, que Jonas m'a posé plus tôt, à quel niveau de traitement exactement se produisent des différences entre les prosopagnosiques développementaux, par exemple, ou même les neurotypiques et les superphysionomistes. Est-ce que ça arrive tôt, à un niveau moyen de traitement visuel ou à un niveau plus tardif? Est-ce que même on pourrait imaginer que ces images de classification que je vous ai montrées ont été partiellement déterminées par des processus de beaucoup plus haut niveau, des processus sémantiques? Avec les images de classification, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais si
si j'utilise des méthodes de neuroimagerie, là, je peux commencer à aborder ces questions-là. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, mais je vais vous décrire une manière qui me semble particulièrement intéressante ici. OK. Donc, l'expérience que je vais vous décrire avait deux buts. Le premier but, c'est un but qui ne rejoint pas exactement l'introduction, qui n'illustre pas l'introduction que je viens de vous faire de cette expérience-là. C'est plutôt le deuxième but qui a un lien direct avec ça. Donc, un des buts, c'est de déterminer c'est quoi le traitement, les computations sous-jacentes à cette habilité à reconnaître des visages. Mais l'autre but, c'est celui que je vais vous présenter en premier, c'est de voir si, avec une mesure électroencéphalographique, donc avec l'EEG, si on arrive en fait à classifier des participants en des superphysionomistes ou des neurotypiques. Donc, les deux groupes de participants qu'on a utilisés dans cette expérience-là, c'est des neurotypiques, des gens de la population générale et des superphysionomistes connus. Et là, on se demande, premièrement, est-ce qu'il y a du signal dans l'EEG pour déterminer si quelqu'un est un superphysionomiste ou quelqu'un de population générale? Première question qu'on se pose. Puis ensuite, on va se tourner vers c'est quoi la différence entre les traitements dans les deux populations si on répond par l'affirmative à la première question. OK, donc rapidement, ça ici, ce sont les participants qu'on a utilisés dans cette expérience-là. Donc, vous avez des superphysionomistes qui sont présentés en jaune et puis la population générale en rouge. Il y avait 17 individus de population générale et 16 superphysionomistes. Et ce que vous avez sur l'axe des X, c'est leur score au CFMT, là, qui est vraiment la mesure principale qui est utilisée dans la littérature pour identifier les superphysionomistes et les pour identifier les variations d'habilité en reconnaissance du visage. Donc, ça semble fonctionner. Puis juste pour le fun, je vous montre la distribution des participants dans deux autres études, en fait, dans trois autres études, dont une dont je viens juste de vous parler, qui est Tardif et Al en mauve ici. Donc, on voit que ça correspond assez bien à cet extrême pour les superphysionomistes qu'on voulait tester. OK, donc ces participants ont été recrutés en Europe, les superphysionomistes. Pour faire ce type d'expérience-là, on n'a souvent pas le choix de collaborer avec des gens qui ont accès à une population de superphysionomistes parce que ce sont des participants qui ne sont quand même pas faciles à trouver. Donc, on a collaboré ici avec Meike Ramon, qui est à Fribourg, mais qui a des contacts en Allemagne. C'est pour ça qu'on en a testé quelques-uns en Allemagne. Et c'est une étude qui a été faite en collaboration avec Yann Charret aussi au Royaume-Uni. Donc, c'est pour ça qu'on a testé quelques superphysionomistes aussi au Royaume-Uni. On a utilisé des EEG à haute densité, un système Biosémie à 128 électrodes. Et la tâche qu'on a utilisée, c'est une tâche toute bête qui s'appelle une tâche one-back. Donc, on présente aux participants une série d'images. L'image est présentée pendant 600 millisecondes et entre la présentation des images, il y a environ 2 secondes et demie. Et la tâche one-back, ça consiste à dire si toute nouvelle image est identique ou différente de celle qui vient juste d'être présentée. Donc, par exemple, ce qui est illustré ici, à cet essai-là, la réponse aurait été oui, l'image précédente est identique, mais à cet essai-ci, la réponse aurait été non. Donc, c'est vraiment une tâche qui est très, très facile et qui sert essentiellement à maintenir l'attention du participant pour s'assurer qu'il soit vigilant pendant toute l'expérience.
OK. Puis les stimuli provenaient soit de banques de visages ou de banques d'objets. En tout, il y avait 50 stimuli dans cette expérience-là. Et puis, bon, on a recueilli un grand nombre d'essais, mais là, je n'aurai pas le temps, si je veux vous présenter les choses plus intéressantes, de m'attarder là-dessus. Donc, à tout moment, pendant la présentation d'un stimulus qui durait 600 millisecondes, on a accès à 128 réponses qui sont enregistrées sur le scalp des individus. Donc, la question qu'on s'est posée en premier, c'est est-ce qu'on peut prendre un morceau, une durée d'enregistrement EEG et déterminer, pendant la présentation des images, et déterminer si l'individu qu'on enregistre fait partie du groupe des superphysionomistes ou du groupe des neurotypiques. Et ce qu'on a fait pour répondre à ces questions-là, c'est qu'on a construit des modèles de discrimination. Ici, on a utilisé un Fisher Linear Discriminant to BET pour essayer de déterminer si l'individu, optimalement, si l'individu était un superphysionomiste ou un individu de la population générale. Et on a fait ça, évidemment, dans un paradigme de validation croisée pour ne pas surfitter les modèles. Et très rapidement, ici, à travers le temps, pour des segments d'enregistrement de quelques millisecondes, de 4 ou 5 millisecondes, vous avez la performance de ce modèle cross-validé pour discriminer les participants, pour catégoriser les participants en des individus de population normale et des superphysionomistes. Et vous l'avez pour des visages, donc des images de visages, et pour des images d'objets. Puis on voit en fait que dans les deux cas, ici vous avez les objets, dans les deux cas, il y a une très, très longue durée pendant laquelle on arrive à discriminer les deux participants, les participants des deux groupes. On arrive à le faire avec ici, la mesure sur l'axe des Y, c'est la courbe, l'aire sous la courbe. On peut le voir grosso modo là, comme un pourcentage de réponse correcte. Donc ça revient à quelque chose comme 70%, dans 70% des cas, ou presque, là, ici, avec un enregistrement de quelques millisecondes, de 4 ou 5 millisecondes, pour un essai, parce que ça, c'est des résultats sur des essais individuels. Donc, juste 4 ou 5 millisecondes d'enregistrement, on arrive à une performance de quelque chose comme 68% de catégorisation correcte. Si on utilise toute la durée de l'enregistrement, donc le stimulus était présenté pour 600 millisecondes, mais si on étire un peu, puis on va jusqu'à 1 seconde, et on essaie de discriminer, on arrive à une performance de plus de 80%. Donc, la réponse à la première question que j'ai posée, est-ce qu'on arrive à reconnaître un participant de la population normale ou un superphysionomiste avec l'EEG? Oui, puis avec une facilité déconcertante, là, qui va bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. Donc, avec à peine 1 seconde d'enregistrement, on arrive à des niveaux de catégorisation corrects de l'ordre de 80%. Puis on a fait évidemment toutes sortes d'autres analyses là, pour voir quel grade d'électrode était particulièrement efficace pour faire ça. Mais ça, c'est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est que quand on le fait avec des petits segments temporels, on arrive à discriminer au-delà du hasard à partir de 70 millisecondes à peu près, et puis jusqu'à très, très tard, même après la présentation du stimulus. Donc, il semble, si on se base juste sur le décours temporel de ce décodage, il semble que des processus à plusieurs niveaux de complexité soient impliqués dans ce qui différencie un superphysionomiste de quelqu'un de la population générale. Donc, dans la deuxième portion de cette étude-là, on a essayé de creuser et essayer de découvrir pourquoi. Qu'est-ce qui différencie exactement
un superphysionomiste de quelqu'un de la population générale. Bon, ça ici, je vais passer parce que je n'ai pas le temps. OK. Donc, pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé, on a comparé en fait le traitement dans le cerveau des superphysionomistes et des gens de population générale avec le traitement dans des modèles, un modèle de la vision de relativement bas et moyen niveau, là, et aussi dans un modèle qu'on a appelé sémantique, qui va au-delà du traitement visuel, donc des modèles computationnels. Le modèle de vision qu'on a comparé avec le traitement dans le cerveau humain, c'est AlexNet, là, qui est un Computational Neural Network, un Convolutional Neural Network, pardon, qui a plusieurs couches. Et puis, il y a toute une série d'articles qui montrent qu'il y a un parallèle entre ces couches-là, puis différents niveaux de traitement du signal visuel. Pour le modèle qu'on dit sémantique, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des participants de décrire avec une phrase chacune des images qu'on a utilisées dans l'expérience. Et ensuite, on a passé ces phrases-là dans des modèles d'encodage sémantique. Et ça nous a donc donné ce qu'on appelle un sentence embeddings, c'est-à-dire chaque phrase était représentée par un point dans un espace sémantique multidimensionnel. Donc, on a fait ça pour chacun des... on avait donc une représentation sémantique pour chacun des 50 stimuli utilisés dans l'expérience. Et puis, ces 50 stimuli-là, on les a passés dans AlexNet, et puis ça produit toute une activation dans le réseau. Et c'est cette activation-là et cette représentation sémantique-là qu'on va comparer avec ce qui se passe dans le cerveau du participant. Donc, ça peut paraître impossible à faire parce que la dimensionnalité diffère d'un modèle à l'autre. Ici, on a 128 électrodes, donc 128 dimensions. Ici, il y a un grand nombre d'unités à chaque couche du modèle. Puis ici, on a quelque chose comme 600, un petit peu plus que 600 dimensions. Donc, comment on fait pour comparer tout ça? On a utilisé un truc, puis c'est là où je voulais en venir, croyez-le ou non. Il est un petit peu tard, là, mais on a utilisé un truc qui s'appelle la Representational Similarity Analysis, RSA. Donc, ça consiste à faire quelque chose que je voulais vous décrire plus en détail dans les diapositives qui suivent. Mais grosso modo, ce qu'on a fait, c'est pour chaque paire de stimuli, okay, donc par exemple, ce stimulus-ci et ce stimulus-là, on a calculé une distance entre l'activation pour ce stimulus-là et l'activation pour ce stimulus-là dans le cerveau. Donc, on a 128 électrodes. À chaque moment dans le temps, on a une activation dans le cerveau, une activation au niveau du scale du cerveau, on a 128 électrodes. Et puis, on peut faire ça pour chacun des moments correspondants pour ce stimulus-là, pour celui-ci. Et puis, calculer, par exemple, une distance euclidienne dans cet espace multidimensionnel à 128 dimensions. Et ça nous donne donc une distance pour cette paire de stimuli-là. Puis là, on peut le faire pour toutes les paires de stimuli. Donc, on a 50 par 50 paires de stimuli possibles, divisé par 2 moins 50 si on prend juste un triangle dans la matrice. Donc, si on considère juste ce triangle supérieur-là. Donc, chaque point ici représente une distance. Donc, plus c'est rouge, plus la distance est importante entre l'activation du cerveau pour ce stimulus-là et pour l'autre stimulus qui sont représentés. Les stimuli sont représentés sur l'axe des X et des Y ici. Donc, chaque point représente une distance entre deux stimuli. Donc, ça, on appelle ça une Representational Dissimilarity Matrix ou RDM quand on fait de la RSA. Donc, ça, on peut en calculer une comme ça pour AlexNet. Et puis, on peut le faire aussi pour notre espace sémantique.
parce que des distances, peu importe la dimensionnalité des représentations, on peut en calculer et les comparer les unes avec les autres. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici pour AlexNet et pour notre modèle sémantique. Donc, je ne sais pas si j'ai assez de temps pour vous parler un petit peu plus de... Oui, ne t'en fais pas. Donc, ça peut déborder un peu l'heure. Oui. Oui, OK. Bon, alors, je vais prendre une pause de ce qu'on a fait pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire là, exactement calculer une RDM. Donc, supposons que plutôt que de calculer des distances entre des activations dans le cerveau, une activation dans une couche d'AlexNet, supposons qu'on calcule des vraies distances. Donc, par exemple, en des attributs de visage, une distance entre les yeux, une distance entre le centre du nez et de la bouche. Puis là, on peut imaginer qu'on calcule les distances entre tous les attributs principaux du visage. Là, il y en a 6. Et puis donc, ça nous donnerait une RDM pour ces attributs-là, pour ce visage-là, qui ressemblerait à quelque chose comme ça ici. Souvent, ces distances-là sont normalisées, mais bon, c'est plus ou moins important. Là. Donc, chacune des entrées ici représente une distance entre une paire d'attributs. Donc, ce qu'on fait quand on compare l'activation dans le cerveau humain avec l'activation, par exemple, dans AlexNet, c'est qu'on compare une RDM comme ça ici avec d'autres RDM. Donc, on les compare en faisant une corrélation entre elles ou en calculant une distance euclidienne de deuxième ordre entre toutes ces cases-là. Donc, on pourrait imaginer ici qu'on utilise ce code-là que je viens de décrire là, ici, donc un code de distance entre les attributs faciaux pour représenter des visages. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, que Brad Pitt est associé à ces distances-là entre ces attributs. Et puis, on pourrait imaginer que ce personnage-ci, qui est l'observateur ici, a toute une série de RDM comme ça en mémoire qui représentent Brad Pitt, mais aussi Tom Cruise et plein d'autres personnes. Et sa tâche, quand il reconnaît Brad Pitt, c'est d'essayer de trouver la RDM en mémoire qui correspond le plus à celle-ci. Et soit dit en passant, c'est un code pour représenter les visages qui a été proposé au 19e siècle par Francis Galton. Et il a proposé ça parce que c'est un code qui est assez intéressant. Donc, non seulement les RDM sont sans dimensionnalité, donc le calcul de distance ne requiert pas une dimensionnalité particulière, mais en plus, c'est un code qui est invariant aux rotations pour les visages, ici, parce qu'une distance entre les deux yeux sera toujours la même, peu importe l'orientation du visage dans le plan frontoparallèle, mais aussi invariante aux translations. La distance entre l'œil gauche et l'œil droit ne varie pas en fonction de la position du visage sur l'écran. Puis en plus, c'est un code qui est pratiquement invariant à la distance si on normalise l'ARDM, par exemple, par la somme de toutes les distances. Donc, si, autrement dit, la somme des distances est égale à 1. Ce n'est pas parfaitement indépendant aux distances. Soit dit en passant, ici, vous avez à droite une image qui est prise à une certaine distance, donc à 2-3 mètres. Puis à gauche, vous avez une image comme celle qu'on a vue beaucoup sur Zoom depuis quelques années, une image qui est prise plus proche. Et vous voyez que le visage est légèrement déformé, puis on est sensible à cette déformation-là. Donc ça montre qu'en fait, en géométrie projective, il n'y a pas d'invariance pas une invariance complète à la distance ou à l'homothétie, mais il reste que c'est presque invariant à la distance. Donc, Galton avait proposé que le cerveau humain représentait les visages avec ces distances pour vrai. Puis, étrangement, ça a pris beaucoup de temps avant que ce soit testé. Ça a été fait pour la première fois, en tout cas correctement, j'argumenterais, dans mon laboratoire. Puis, vite, parce que je n'ai pas vraiment le temps de vous parler de ça, il s'avère que ça ne fonctionne pas. Donc, on arrive à utiliser ces distances, mais c'est beaucoup moins important pour reconnaître les visages que la forme des attributs elle-même. OK, donc on revient
à l'étude principale que je voulais vous présenter. Donc, l'idée, c'est de comparer donc, ces RDM qui sont construites à partir du cerveau et à partir de modèles computationnels, AlexNet et puis notre modèle sémantique, puis de le faire à différents moments dans le temps pour les superphysionomistes et pour les individus de la population normale. Donc, on veut comparer ça, puis on veut comparer ça ici. Alors ici, vous avez la comparaison entre les superphysionomistes en rouge et puis en gris les individus de la population normale, comparaison avec la couche 4 d'AlexNet. Donc, AlexNet, c'est un réseau avec plusieurs couches. Ici, vous avez la couche 4 qui est celle qui corrèle le plus avec ce qui se produit dans le cerveau des superphysionomistes et des neurotypiques. Mais vous en avez d'autres ici à côté aussi où il y a des différences significatives entre les superphysionomistes et les neurotypiques. Donc, vous voyez en fait que ces différences dans AlexNet se produisent dans les couches intermédiaires. En tout, AlexNet a une douzaine de couches, dépendant de la version qu'on utilise. Et les différences principales entre les superphysionomistes et les neurotypiques se produisent dans les couches intermédiaires et se produisent assez tôt dans le traitement du signal visuel. Donc, pour les RDM qui sont dérivés assez tôt dans le traitement du signal visuel. Si on fait le même genre d'analyse, donc même genre de comparaison entre les neurotypiques et les superphysionomistes et notre modèle sémantique maintenant, on obtient des différences assez tardives entre les superphysionomistes et les neurotypiques, des différences autour de 600 millisecondes à peu près. Donc, ça commence autour de 600 millisecondes, ça continue jusqu'à 750 millisecondes à peu près. Donc, il semble que ce que je vous ai montré au tout début, la capacité qu'a notre modèle du début de discriminer les superphysionomistes des neurotypiques qui durent pendant presque toute la seconde de présentation, à partir de 70 millisecondes jusqu'à 1 seconde à peu près, qu'elle ait au moins deux composantes. Une composante de traitement de niveau intermédiaire, correspond à ce qui se produit dans la couche 4 à peu près d'AlexNet, et une composante qui n'est pas visuelle, qui est sémantique, pour s'assurer, soit dit en passant, qu'il ne restait plus rien de visuel là-dedans. On a éliminé de notre modèle sémantique ici tout ce qui était explicable par AlexNet. Donc, ce qu'on montre ici, c'est des différences résiduelles entre la corrélation entre le modèle sémantique et les superphysionomistes et le modèle sémantique et les neurotypiques. Donc, je suis allé beaucoup plus vite que je l'aurais souhaité sur cette portion-là parce que c'est la portion qui me semble la plus originale, la plus intéressante aussi conceptuellement, la plus problématique à plusieurs égards. C'est une nouvelle manière de faire de la théorie en neurosciences cognitives que d'utiliser, donc pour comparer une théorie avec les données plutôt qu'utiliser une approche hypothético-déductive classique où on a une prédiction puis on compare les prédictions. Ici, on compare le traitement ou plutôt ce traitement projeté dans un espace extrêmement abstrait qui est celui des RDM, qui a les propriétés dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais sur le visage, c'est-à-dire que c'est une représentation qui est invariante aux rotations dans les espaces multidimensionnels, aux translations, aux homothéties. Et ça a des conséquences pour ces comparaisons, mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté avec ce type d'approche, mais c'est quelque chose qui est présentement très, très populaire en neurosciences cognitives computationnelles. Puis je pense que je vais sauter les conclusions ici, puis je vais plutôt passer la parole pour que vous posiez les questions, puis avec un petit peu de chance, je pourrais aborder un problème
que j'ai identifiées, sur lesquelles je travaille présentement là, avec cette approche de RSA. Alors, merci pour votre attention. Excellent, excellent. Merci énormément, Frédéric. On doit terminer là, mais Il n'y a c'était pas de problème. fascinant et tu dois revenir l'année prochaine. Bon, merci pour l'invitation.